Bien, nous sommes toujours dans le grand 4, les espaces et les acteurs de la production en France. Vous voyez écrit ici petit 4, mais c'est grand 4. Et nous allons voir maintenant le petit 2, l'intégration et l'adaptation du système productif français aux échelles européennes et mondiales. Alors d'abord, nous allons commencer par l'intégration à l'échelle européenne. Donc, pardon. Que retenir? Eh bien, déjà une date importante, à 1957, car c'est depuis 1957, avec la création de la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne, par les traités de Rome, hein, euh, par l'intermédiaire des 6 membres fondateurs, c'est-à-dire la France, la RFA, c'est-à-dire la République fédérale allemande, le Benelux, à savoir Belgique, Néderlande, c'est-à-dire Pays-Bas, Luxembourg, plus l'Italie, eh bien, il y a un ensemble économique européen cohérent dans lequel il y a une suppression, vous savez, des droits de douane, il y a une liberté de circulation des capitaux, des travailleurs, etc. Donc c'est un ensemble supranational hein, qui a été créé la CE à l'origine. Depuis 1992, vous savez que c'est devenu l'Union européenne par le traité de Maastricht, qui compte non plus 6 membres comme à l'origine en 57, mais aujourd'hui 27, après en avoir compté jusqu'à 28, mais depuis le Brexit, vous savez que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Et donc depuis 1957 et la création de cette CEE, eh bien la France a impulsé de nombreuses politiques européennes. C'est-à-dire que la France a été à l'origine de nombreuses politiques européennes. Et vous savez, ce verbe impulser, c'est lancer une impulsion. Donc la France a impulsé la politique européenne et qui ont notamment contribué, ces politiques européennes, à transformer l'économie de l'Europe et de la France. Ça a été par exemple la mise en place, sous l'influence de la France, de la PAC, politique agricole commune, dès 1962, ou bien qui servait notamment à subventionner les agriculteurs européens pour que les Européens puissent s'autosuffire, c'est-à-dire produire suffisamment pour nourrir tous les habitants de l'Europe et ne plus être dépendants des importations. Car n'oubliez pas, en 62, ça fait à peine 17 ans que la France est sortie de la seconde, que la France et l'Europe sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, et à l'époque, l'Europe était importatrice de denrées alimentaires, donc de denrées agricoles. Et dorénavant, grâce à la PAC, ça a été efficace, en tout cas dans ce domaine-là, eh bien l'Europe et notamment l'Union européenne est devenue une des principales, on l'avait vu, puissances exportatrices mondiales, si ce n'est même la principale. Donc il y a eu la mise en place de la PAC dès 1962. Il y a eu également la mise en place de l'avionneur européen, hein, Airbus, dès 1970. Alors vous connaissez tous cette marque Airbus qui est toujours en concurrence avec la marque, l'autre grande marque internationale qui s'appelle Boeing. Airbus, en fait, c'est un avion européen dont certaines parties sont assemblées en France et construites en France, d'autres en Angleterre, d'autres en Espagne, d'autres en Italie, d'autres aux Pays-Bas, et ça finit par faire un avion européen. Ça, c'est un fabuleux projet qui a été mis en place par les Européens. Et quand je dis les Européens, c'est évidemment les États membres de la CE et puis dorénavant de l'Union européenne. La mise en place d'une Union européenne a également, je vous l'ai déjà dit, favorisé la libre circulation des personnes. C'est les accords de Schengen qui ont été signés en 1985 et qui unissent à peu près 16 des 27 pays européens et qui vous permettent, à vous, lycéens, de pouvoir partir en voyage scolaire en Espagne, au Portugal, en Italie, sans avoir à subir de contrôle à la douane et sans avoir besoin de fournir votre passeport. Le seul papier dont vous avez besoin, c'est d'avoir votre carte d'identité à jour. Et le seul fait de prouver votre identité européenne vous permet de circuler dans une grosse quinzaine de pays de l'Union européenne. Donc il y a la libre circulation des personnes, mais surtout, puisque c'est dans ce domaine-là que s'est construite la communauté économique européenne, c'est d'abord la libre circulation des marchandises et des capitaux, c'est-à-dire des sommes d'argent, hein, qui a été favorisée notamment par le traité de Maastricht, qui est entré en vigueur en 1993 et qui avait été signé en 1992. Et donc, ce traité de Maastricht, il a favorisé notamment les flux intra-européens et a favorisé également le dynamisme économique.
Donc l'argent circule, les capitaux et les marchandises circulent à l'intérieur de l'Europe et le système productif français va être intégré à l'échelle européenne très facilement, hein. Les produits produits par l'industrie, l'agriculture et les services français vont pouvoir être vendus facilement en Allemagne, en Belgique, en Italie, car il n'y a plus de droits de douane et il n'y a plus de taxes évidemment. Cependant, il y a toujours un bémol, l'ouverture des frontières, eh bien, il a accentué la concurrence entre États de la Communauté économique européenne puis de l'Union européenne, notamment en termes de coûts. Et évidemment, le coût de fabrication d'une voiture en Roumanie, c'est pas le même que celui en France. De même que vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années du plombier polonais, hein, qui venait concurrencer le plombier français. Eh bien évidemment, le coût de la main-d'œuvre étrangère de certains pays de l'Union européenne n'est pas le même que celui que vous avez payé en France ou en Allemagne. Donc ça a accentué la concurrence entre les États, provoquant parfois des tensions, hein, notamment en termes de, donc, comme je vous le dis, de coûts de production, et ça a entraîné aussi des délocalisations, c'est-à-dire des entreprises françaises, par exemple, qui n'allaient pas forcément délocaliser à l'étranger, hors Europe, je veux dire, qui n'allaient pas délocaliser en Afrique ou en Asie, mais qui allaient délocaliser dans des pays de l'Union européenne qui ont des coûts de main-d'œuvre plus faibles. C'est pas un hasard, par exemple, si la marque de Renault Dacia est fabriquée en Roumanie, hein. Les Daces, à l'origine, c'est un peuple qu'ont conquis les Romains à l'époque de l'Empire romain, hein. C'est le nom de ce peuple qui occupait la Roumanie actuelle. À la même époque que les Gaulois occupaient la Gaule actuelle, eh bien vous aviez les Daces en Roumanie. Donc d'où la Dacia qui est fabriquée, la marque Dacia, qui est une marque associée à Renault, mais qui est une sous-marque en quelque sorte de Renault, à low cost, si vous voulez, qui est fabriquée en Roumanie. Eh bien, c'est parce que, évidemment, la main-d'œuvre roumaine est beaucoup moins chère que la main-d'œuvre française. Donc, ces délocalisations au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire ces transferts d'un site productif vers un territoire qui va offrir des avantages supérieurs, notamment dans le coût de la main-d'œuvre, mais aussi une fiscalité qui peut être plus faible, hein, il faut le dire, donc beaucoup d'avantages, eh bien, ces délocalisations vont être parfois très destructives et très décriées, notamment en France, car elles vont détruire des emplois et faire fermer des usines. Donc, chaque fois que vous avez une usine qui va partir, ça va être de véritables drames locaux, hein, parce que une usine de 300-400 personnes qui part, c'est parfois un millier de personnes finalement qui vont être amenées à partir, parce que vous rajoutez les femmes, les enfants, et quand vous avez dans une commune de 15-20 000 habitants une usine qui part, c'est parfois 1000 personnes qui disparaissent d'un coup. Donc, comme dirait Gauvin Cers, des écoles qui ferment, des commerces qui ferment, etc. Donc des catastrophes, des conséquences, pardon, véritablement catastrophiques. Donc ces délocalisations, comme je le dis, s'expliquent principalement par la faiblesse des salaires, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe. Donc je pense à la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, ou par la faiblesse des impôts et des charges sociales. Alors là, ça ne touche pas forcément que les pays de l'Est de l'Europe, hein. Rappelez-vous le cas de l'Irlande pour Google. On peut citer également le cas du Luxembourg également, qui est considéré comme un paradis fiscal et où, en termes d'impôts, c'est très avantageux pour les entreprises de l'Union européenne. Voilà pour ce qui est du cours, hein, nous en avons fini aujourd'hui. Nous nous retrouverons donc en fin de semaine. Et je vous laisse avec ce beau soleil et vous souhaite un bon mercredi. Au revoir les premières.